En 1831, dans le nord rural de Charleston, la plantation Riverside n'était pas seulement une propriété de 1200 acres posés au bord de l'Edisto. C'était une machine. Une machine propre en façade, sale dans ses fondations, nourrie par 87 personnes réduites au travail forcé, logées derrière les granges, loin du regard des invités, loin des colonnes blanches de la maison principale construite en 1815. Ceux qui racontent encore ce genre de lieu comme un monde d'élégance, mentant par confort ou par intérêt. Riverside ne reposait pas sur la grandeur. Elle reposait sur la confiscation méthodique de vies humaines. À sa tête, depuis la mort de Jonathan Belmont en 1828, se tenait Catherine Belmont, 26 ans à peine lorsqu'elle s'était retrouvée veuve, sans enfant, sans soutien masculin officiel, mais pas sans intelligence. Dans les salons de Charleston, on disait qu'elle était froide, orgueilleuse, trop instruite, trop indépendante. Ce n'était pas son vrai crime. Son vrai crime, ou du moins le premier, fut de comprendre parfaitement le système tout en prétendant qu'elle ne faisait qu'y survivre. Elle lisait les comptes, négociait le coton, corrigeait les courriers, refusait les conseils des planteurs voisins. Elle savait ce qu'elle possédait, combien cela rapportait, et surtout sur qui cela reposait. Parmi ceux qu'elle appelait ses biens, un homme occupait une place que les registres ne savaient pas nommer correctement. Gabriel, acheté à Charleston en 1825 par Jonathan Belmont, n'avait pas été envoyé au champ. L'ancien maître, un révérend méthodiste nommé Samuel Whitfield, lui avait appris à lire, à écrire, à tenir des registres. Dans la Caroline du Sud de l'époque, un homme noir instruit n'était pas seulement une anomalie. C'était une menace contre le récit officiel de l'infériorité. Jonathan avait vu en lui un outil rare. Catherine, après 1828, y vit bien plus qu'un outil, un esprit. Gabriel gérait la bibliothèque, les papiers juridiques, les lettres commerciales, les contrats de vente, les livres de compte. Il recopiait avec une calligraphie impeccable ce que d'autres signaient sans comprendre. Il connaissait Virgile, Shakespeare, l'économie politique, et surtout il connaissait la logique interne du mensonge sudiste. Tout pouvait être écrit, enregistré, légalisé, et devenir vrai pour les tribunaux même si cela restait faux pour la conscience. Catherine et Gabriel se retrouvèrent donc, non comme égaux, parce que ce monde interdisait cette réalité, mais comme deux intelligences enfermées dans une même pièce. Elle assise, lui debout, elle donnant les ordres, lui les exécutant. Elle protégée par la loi, lui écrasé par elle. Les archives ne conservent pas ce qui a été dit entre eux durant l'été 1831. Elles gardent les récoltes, les contrats, les prix du coton, jamais le moment où une maison bâtie sur la domination laisse naître une transgression qu'elle ne pourra plus effacer. Il faut être précis. Ce n'est pas un roman d'amour, c'est l'histoire d'un rapport de force dans un monde déjà corrompu, d'une proximité interdite née au cœur même d'un ordre où l'un possédait légalement l'autre. Les causes peuvent être mêlées, les sentiments aussi, mais la structure, elle, ne change pas. Un homme réduit au statut de propriété ne consent jamais dans les mêmes conditions qu'une femme protégée par le nom, l'argent et la couleur de peau. Voilà ce que tant de récits veulent noyer sous la sentimentalité. Catherine Belmont vivait seule dans une grande maison silencieuse. Gabriel vivait dans les quartiers des personnes asservies. Entre eux, il n'y avait pas une romance impossible. Il y avait la loi, la peur et un secret en formation. En août 1831, lors d'une nuit d'orage, Catherine resta tard dans le bureau. Les servantes s'étaient retirées. Gabriel copiait encore des contrats. La lampe à huile laissait flotter sur les murs des ombres irrégulières. Ce qui s'est produit cette nuit-là ne fut écrit nulle part. Et c'est exactement ainsi que fonctionnait ce monde. Tout ce qui salissait les puissants disparaissait du papier, tout ce qui accablait les faibles y restait à jamais. 9 mois plus tard, ce silence prit un corps. Le 15 mai 1832, Catherine Belmont donna naissance à un fils, Thomas. Aucune loi n'explosa ce jour-là. Aucun notable ne brisa la porte de Riverside pour demander des comptes. La société sudiste savait compter, mais elle savait surtout détourner les yeux quand le scandale appartenait à une famille riche. Jonathan Belmont était mort en 1828, Catherine accouchait en 1832. 4 années séparaient le cercueil de la naissance. Les calculs étaient simples. Le courage, lui, manquait à tout le monde. Et c'est là le premier acte d'accusation. Le Sud ne protégeait pas la morale. Il protégeait la façade. Ce qu'il condamnait officiellement, il le tolérait en privé si les héritages restaient intacts. Thomas naquit dans le privilège, mais aussi dans le faux. Le mensonge ne servait pas seulement à couvrir sa mère, il servait à le sauver, lui, car si l'origine véritable de l'enfant venait à être reconnue, la société qui prétendait défendre la famille l'aurait aussitôt rejeté dans la catégorie qu'elle réservait au sang qu'elle détestait. Le crime de Riverside ne fut donc pas seulement d'avoir fabriqué un secret. Le crime fut de prouver qu'en Caroline du Sud, en 1831 et 1832, l'identité d'un être humain dépendait moins de la naissance que de la capacité des puissants à maquiller un dossier.
Le 15 mai 1832, Thomas Belmont entra dans le monde comme héritier légal, alors même que la chronologie criait le contraire. Catherine le présenta sans trembler comme le fils posthume de Jonathan Belmont. Il fallait une certaine discipline de mensonge pour oser cela devant les familles de Charleston, et il faut accuser clairement ceux qui se turent. Les notables ne furent pas dupes. Ils furent complices par lâcheté, par intérêt, par calcul de caste. Ils virent l'enfant, la date, la fortune, et choisirent la version la moins coûteuse. Thomas était pâle à la naissance, presque translucide, disent les descriptions indirectes. Puis les années firent leur travail, c'est-à-dire qu'elles firent remonter la vérité à la surface du corps. Les cheveux blonds cendrés foncèrent. Les yeux prirent un brun profond étranger à la lignée Belmont. La peau l'était venue, brunissait vite, trop vite pour rassurer les dames qui observaient les autres enfants comme on inspecte un arbre généalogique. Rien de tout cela ne constituait une preuve juridique définitive. Mais dans le Sud, l'apparence servait souvent de tribunal lorsqu'elle condamnait les faibles, et d'alibi lorsqu'elle menaçait les puissants. Catherine, elle, s'obstina. Elle élevait Thomas comme l'unique héritier de Riverside. Elle lui apprenait à lire avant 5 ans, l'initiait au compte, à la correspondance, à la gestion. Elle lui parlait comme à un successeur et non comme à un enfant. Cette insistance n'était pas seulement maternelle. Elle était stratégique. Plus elle fabriquait un Belmont parfait, plus elle espérait étouffer la question de l'origine. Pendant ce temps, Gabriel continuait à travailler au bureau comme si le monde n'avait pas basculé. Voilà ce que les récits indulgents oublient. Le père probable vivait sous le même toit juridique que les chevaux, les registres, les terres et les outils. Il corrigeait les comptes de la plantation où grandissait son fils sans jamais pouvoir revendiquer autre chose qu'une efficacité silencieuse. Le système exigeait cette monstruosité et l'appelait ordre. Catherine et Gabriel ne conversaient plus comme avant. La distance était revenue, glacée, administrative, presque violente dans sa politesse. Plus l'enfant grandissait, plus Gabriel devait se montrer discret. Il ne regardait pas Thomas trop longtemps, ne s'autorisait aucun geste déplacé, aucun mot intime. Non parce qu'il ignorait, mais parce qu'il savait. Un homme noir accusé d'avoir eu une relation avec une femme blanche ne risquait pas seulement le scandale, il risquait l'effacement pur et simple, légal, social, physique. Thomas, lui, grandit dans une maison où tout semblait ordonné mais où chaque mur tenait sur une contradiction. Il était brillant. À 6 ans, il lisait couramment. À 8 ans, il suivait des discussions d'économie. Et c'est précisément à cet âge, vers 1840, que les premières fissures devinrent visibles. Pourquoi n'y avait-il aucun portrait de son père ? Pourquoi Catherine parlait-elle de Jonathan Belmont comme d'une silhouette sans visage ? Pourquoi les visiteurs se troublaient-ils lorsqu'il posait des questions simples ? L'enfant n'avait pas encore les mots de l'enquête, mais il avait déjà son instinct. Un après-midi de septembre 1840, alors que Catherine se trouvait à Charleston, Thomas entra dans le bureau. Gabriel y travaillait. La scène paraît banale, elle ne l'est pas. C'est là qu'un enfant de 8 ans commença à mesurer que le mensonge familial ne résidait pas seulement dans ce qu'on lui disait, mais dans ce qu'on empêchait l'autre homme de dire. Thomas demanda depuis combien de temps Gabriel travaillait à Riverside. « Depuis 15 ans, répondit-il. Demandé sur Jonathan, Gabriel donna une description correcte, presque trop correcte. Grand, cheveux clairs, yeux bleus. Thomas nota immédiatement la dissonance. Lui n'avait pas les yeux bleus. Pourquoi ? Gabriel posa sa plume. Leurs regards se croisèrent. C'est dans ce genre de seconde que les familles se forment, ou s'accusent. Gabriel répondit avec prudence que les enfants ressemblent parfois à des ancêtres lointains. Il n'avait pas le droit de faire mieux. Puis vint la question plus brutale encore. « Pourquoi es-tu esclave si tu es si intelligent ?» Cette phrase, prononcée par un enfant, suffit à mettre le système à nu. Car tout l'édifice esclavagiste tenait dans cette absurdité. L'intelligence, la culture, la compétence, la dignité ne changeraient rien tant que la naissance vous plaçait du mauvais côté du registre. Gabriel répondit donc comme répond un homme qui a survécu en calculant chaque mot. « Parce que je suis né ainsi. Et ici la naissance décide de tout. » Il mentait à moitié. Non, la naissance ne décidait pas de tout. Le papier décidait du reste. Et Catherine l'avait compris mieux que quiconque. Durant les années suivantes, Thomas observa. Il comparait ses traits, ses mains, son nez, sa façon de froncer les sourcils, avec ceux de Gabriel. Il étudiait les silences de sa mère comme d'autres enfants apprennent le catéchisme. En 1845, à 13 ans, il trouva enfin la première pièce objective. Un registre d'achat daté de 1825 où Gabriel était mentionné comme alphabétisé, compétent en tenue de livre, anciennement propriété du révérend Samuel Whitfield. Ce nom ouvrait une porte. Thomas écrivit au Massachusetts sous prétexte d'un travail scolaire. Whitfield répondit sans savoir qu'il remettait de l'huile sur un feu ancien. Il décrivit Gabriel comme l'élève le plus doué qu'il ait jamais eu, blanc ou noir, avec une noblesse de caractère rare. Thomas relut cette lettre encore et encore.
Non parce qu'il y voyait seulement l'éloge d'un homme remarquable, mais parce qu'il commençait à comprendre ce qu'on lui avait pris. Non une simple vérité biologique, mais un lien, une filiation, une histoire interdite. L'été 1846 acheva de le convaincre. À 14 ans, il se regardait dans le miroir et voyait apparaître l'évidence que Charleston avait choisi de ne pas dire. Ses traits ne correspondaient ni à Catherine ni au défunt Jonathan. Gabriel, lui, portait dans le visage la même structure osseuse, les mêmes mains longues, la même tension du regard. À ce stade, l'affaire n'était plus intime. Elle devenait un dossier. Et le dossier, tôt ou tard, exige une confrontation. L'été 1846 n'apporta pas de paix à Riverside. Il apporta la question que Catherine avait repoussée pendant 14 ans. Un soir, dans le salon, alors qu'elle brodait près de la fenêtre et que Thomas faisait semblant de lire, le jeune homme posa enfin la phrase qu'aucune mère de ce monde-là ne voulait entendre prononcer à haute voix. Jonathan Belmont était-il vraiment son père? Il n'y eut pas de grande scène théâtrale. Il y eut pire, le silence sec d'une femme qui comprend que le mensonge est à bout de souffle. Catherine perdit ses couleurs, demanda d'abord pourquoi il posait cette question, ce qui était déjà une manière d'avouer qu'elle savait. Thomas, lui, n'était plus un enfant, il rappela les dates. Jonathan mort en 1828, lui né en 1832. 4 ans, pas 4 mois, pas une rumeur vague, pas une confusion possible. 4 années. Catherine ferma la porte avant de répondre. Ce geste-là en disait plus que ses mots. Lorsqu'elle se retourna, ce n'était plus la maîtresse de Riverside, mais une femme acculée par sa propre architecture de faux. Elle ordonna à Thomas de ne jamais répéter certaines pensées, pas même dans ses prières. Ce détail mérite d'être retenu. Dans une société pourrie par la hiérarchie raciale, même l'espace intérieur de la conscience devait être censuré. Thomas n'apprit pas seulement qu'on lui mentait, il apprit que la vérité elle-même pouvait vous détruire. Catherine expliqua alors l'essentiel. Légalement, il était Thomas Belmont, héritier de Jonathan et de Catherine. C'était cela, la vérité qui comptait devant les tribunaux, devant les notaires, devant les voisins. Le reste, dit-elle en substance, n'était pas une vérité vivable. Si l'autre vérité était admise, Thomas perdrait son statut, son héritage, sa liberté même. Elle n'alla pas jusqu'au mot final, mais il le comprit. Il serait reclassé du mauvais côté de la loi. Là encore, il faut parler net. Le Sud n'organisait pas seulement l'exploitation économique. Il organisait la fabrication des personnes. Être libre ou non, maître ou possédé, héritier ou marchandise, dépendait d'un récit imposé, appuyé par quelques signatures et protégé par la violence sociale. Le lendemain, Thomas se rendit auprès de Gabriel. Il ferma la porte. Il n'accusa pas. Il constata « Tu savais ». Gabriel hocha la tête. Depuis le début, on pourrait rêver d'une grande confession paternelle. Le récit réel est plus cruel. Gabriel ne revendiqua rien. Il expliqua au contraire pourquoi le silence avait été la seule protection possible. Dire la vérité aurait signifié la ruine de Catherine, la destruction légale de Thomas, et pour lui, la disparition immédiate dans la machine punitive. Il n'y avait donc pas eu de choix noble. Il y avait eu un calcul de survie. Ce mot revient souvent dans cette affaire et il faut en comprendre la charge morale. Les sociétés injustes rendent la survie indistinguable du mensonge. Elles forcent les victimes à se taire, puis accusent leur silence d'être une faute. Thomas demanda alors ce que Gabriel ressentait lorsqu'il le regardait. La réponse fut simple, presque insupportable, de la fierté. Ce garçon élevé comme un Belmont représentait pour Gabriel tout ce qu'un homme de son intelligence aurait pu devenir s'il était né libre. Ce n'était pas seulement le cri d'un père, c'était l'accusation la plus propre qu'on puisse lancer au système. Regardez ce qu'il aurait été si vous ne l'aviez pas enchaîné. Les années suivantes installèrent entre eux une relation clandestine d'un genre particulier. En public, Thomas devait continuer à jouer le maître. En privé, dans le bureau fermé, Gabriel devint son guide intellectuel véritable. Il lui parlait de philosophie, d'histoire, de justice, de liberté, de la logique des États qui se disent civilisés, tout en fondant leur prospérité sur la servitude. Catherine observait cela avec une inquiétude croissante. D'un côté, elle voyait son fils s'élever grâce à Gabriel. De l'autre, elle voyait le danger d'une proximité trop visible. Les servantes remarquaient le temps passé ensemble. Les visiteurs s'étonnaient de l'éducation exceptionnelle de Thomas. En 1848, Catherine prit donc une décision froide, mais cohérente avec son mode d'action, éloigner l'enfant devenu homme. Thomas fut envoyé à l'université de Virginie, officiellement pour recevoir l'éducation qui convenait à un héritier sudiste. En réalité, pour rompre la ligne de tension qui reliait trop directement le fils au père. À l'université, Thomas réussit sur le plan académique. Socialement, il était plus fragile. Ses camarades percevaient chez lui quelque chose d'incorrect, non pas parce qu'ils étaient clairvoyants, mais parce que les régimes obsédés par la pureté deviennent experts en soupçons. Sa peau bronzait trop vite. Ses opinions sur l'esclavage gênaient. Il devait apprendre à se contenir, à parler comme un gentilhomme du Sud, tout en bouillant intérieurement.
Pendant ce temps, à Riverside, Catherine déclinait. Migraine, douleur, fatigue chronique. En juin 1849, lorsque Thomas revint pour l'été, il retrouva une femme transformée, presque déjà absente. C'est alors qu'elle livra le second noyau du scandale. Oui, des documents avaient été fabriqués pour assurer sa légitimité. Oui, certains courriers attribués à Jonathan étaient faux. Oui, les Belmont de Charleston pourraient un jour exiger des preuves plus solides. Et surtout, oui, un testament véritable avait été déposé chez l'avocat Samuel Hutchinson. Thomas pensait y voir seulement la confirmation de son héritage. Il y trouva un autre secret. Catherine y avait inclus une clause affranchissant Gabriel après sa mort. Ce geste ne l'innocentait pas. Il ne réparait rien. Il révélait seulement qu'au terme de sa vie, elle voyait enfin la dette morale qu'aucun compte n'avait jamais inscrite. Mais même ce dernier acte restait pris dans la logique des chaînes. Car la loi de Caroline du Sud imposait à un homme affranchi de quitter l'État sous un an. Même libre, Gabriel devrait partir. Même réparé, le lien serait arraché. Catherine mourut en novembre 1849, à 47 ans, laissant derrière elle un domaine prospère, un fils légalement protégé, et une bombe juridique que ses héritiers allaient bientôt entendre exploser. Le testament fut lu à Charleston peu après la mort de Catherine Belmont, en novembre 1849. Tout semblait clair au premier regard. Thomas héritait de Riverside des terres, du bétail, des bâtiments, des personnes encore tenues en servitude, de l'ensemble du patrimoine Belmont. Puis venait la clause concernant Gabriel. Affranchissement après exécution du testament. C'était sec, légal, presque propre. Mais dans le Sud, rien n'est plus dangereux qu'un geste moral lorsque ce geste laisse supposer un lien caché entre une femme blanche et un homme noir asservi. Harold Belmont, cousin de Jonathan, n'eut besoin que de cette ligne pour commencer son travail de corrosion. Il ne cherchait pas d'abord la terre, il cherchait la faille. Il voulait savoir pourquoi une veuve riche tenait tant à libérer un homme de valeur, un comptable, un administrateur, un homme qui connaissait chaque pièce du dispositif. L'avocat Samuel Hutchinson, vieux praticien assez bien payé pour avoir détruit d'autres papiers autrefois, convoqua Thomas. Le tableau qu'il lui exposa était limpide. Si la clause était maintenue, les Belmont de Charleston enquêteraient. Ils examineraient les dates, les lettres, les témoignages, les habitudes de maison, les souvenirs de servantes, les déplacements de Catherine, les singularités de Thomas. En un mot, ils remonteraient jusqu'au secret. L'avocat recommanda donc ce que les hommes de sa profession recommandent souvent quand la justice menace l'ordre. Sacrifier le juste pour sauver le possible. Retirer la clause, laisser Gabriel en servitude, feindre l'indifférence. Sauver l'héritier. Thomas reçut ce conseil comme un verdict. Sa mère mourante avait promis une sortie à Gabriel, et la loi lui demandait d'annuler cette sortie pour préserver une identité forgée sur le mensonge. Il alla voir Gabriel dans le bureau et lui expliqua la situation. Gabriel comprit immédiatement. Il comprit trop vite, dira-t-on peut-être. Mais les hommes qui ont vécu longtemps sous la contrainte reconnaissent plus vite que les autres le moment où l'espoir va être repris au nom de la prudence. Il dit à Thomas de retirer la clause. Il accepta la défaite comme on range un outil après usage. Ce calme n'avait rien d'une résignation noble. C'était la fatigue immense de quelqu'un à qui l'on apprend encore, à plus de 40 ans, que sa vie reste négociable. Pourtant, c'est à partir de ce moment que l'affaire change de nature. Jusqu'alors, Thomas subissait le mensonge. Désormais, il allait commencer à l'utiliser. La culpabilité fit son travail. Chaque jour, voir Gabriel continuer à tenir les comptes comme un simple bien meuble rongeait le jeune héritier. Cette douleur ne le rendit pas meilleur, elle le rendit plus méthodique. En janvier 1850, de retour à l'université, il se plongea dans le droit, non par vocation, mais par instinct de combat. Il étudia les règles de la propriété, les successions, les définitions raciales, les procédures commerciales, les moyens de falsifier l'apparence de la vérité sans rompre l'équilibre des formes. Il découvrit quelque chose que les idéologues du Sud voulaient dissimuler. La race, dans son usage légal, n'était pas une science, mais une administration. Elle tenait sur des papiers, des témoignages, des signatures, des présomptions, donc elle pouvait être manipulée. Les fortunes aussi. Une plantation pouvait paraître prospère ou ruinée selon ce que les comptes laissaient voir. Des dettes pouvaient être gonflées, des créanciers inventés, des transactions organisées pour déplacer le contrôle réel sans le dire. Thomas n'était plus seulement le fils hanté par l'origine. Il devenait le lecteur cynique des mécanismes qu'elle avait sauvés. L'été 1850, il retourna à Riverside avec un plan. Il le présenta à Gabriel à huis clos. Ils allaient fabriquer une fiction commerciale. Thomas se déclarerait progressivement endetté, victime d'investissements désastreux. En face apparaîtrait un homme libre du Nord, Gabriel Freeman, disposant de capitaux, de références, d'une histoire d'affaires vérifiable en apparence. Cet homme n'achèterait pas tout d'un coup.
Il entrerait par étapes. Prêt, participation, garantie, part croissante de la plantation. En surface, tout resterait légal. En profondeur, ce serait une attaque contre l'ordre de filiation et de propriété qui avait enfermé les deux hommes dans leur rôle. Gabriel hésita. Il voyait le danger. Il voyait aussi l'ironie monstrueuse du projet. Pour réparer une injustice, il faudrait falsifier, mentir, jouer la comédie d'un homme libre qu'il n'avait jamais eu le droit d'être. Thomas assuma cette contradiction avec une froideur nouvelle. Le système étant fondé sur une imposture, il méritait d'être retourné par l'imposture. Gabriel finit par accepter, à une condition: si tout échouait, Thomas devrait le sacrifier publiquement, faire croire qu'il avait été trompé par un homme habile, sauver sa propre position. Gabriel n'exigeait pas là une lâcheté. Il imposait la logique ultime de la survie. De 1850 à 1853, ils travaillèrent comme des conspirateurs de bureau. Papier de liberté antidaté de 1845, venant prétendument du Maryland. Correspondance d'affaires fictives, références bancaires imaginaires, témoignages préparés, notaires achetés. Thomas, de son côté, construisait l'image d'un héritier malchanceux. Mauvais placement dans le coton, dettes progressives, ventes à perte, créanciers pressants. Rien n'était improvisé. Tout reposait sur ce que Gabriel savait faire depuis 25 ans, écrire proprement le faux. En 1852, l'identité de Gabriel Freeman apparut à Charleston. Costume sombre, maintien droit, regard direct, paroles mesurées. Thomas, en le voyant dans un café fréquenté par des hommes d'affaires, comprit soudain que la liberté tient aussi dans la manière dont on occupe une chaise, dont on soutient un regard, dont on signe un document sans baisser la tête. Freeman négocia publiquement avec Belmont. Des témoins assistèrent aux rencontres. Des contrats furent signés, des investissements furent enregistrés. En 1853, s'ajouta un élément utile au décor. Le mariage de Thomas avec Amanda Sterling, fille d'un marchand fortuné, femme instruite, discrètement critique envers l'esclavage, assez pragmatique pour ne pas fouiller où il ne fallait pas. Sa dot renforça la crédibilité du redressement financier tout en servant, en réalité, à soutenir la dernière phase de la fraude. Le mensonge était maintenant si bien construit qu'il commençait à ressembler à une vérité officielle. Et c'est là qu'il faut poser une question morale simple. Qui avait enseigné à ces deux hommes que les papiers pouvaient valoir plus que les êtres? Ce n'était pas eux, c'était précisément le monde qu'ils s'apprêtaient à tromper. En janvier 1854, le piège fut refermé. Thomas convoqua à Riverside plusieurs voisins, quelques créanciers réels ou supposés, des témoins utiles, des hommes qui vivaient dans de rumeurs et se nourrissaient de la chute d'autrui. Debout dans le grand salon, sous les portraits d'une lignée déjà rongée de l'intérieur, il déclara qu'il ne pouvait plus maintenir le domaine. Les dettes l'écrasaient. Les erreurs de gestion s'étaient accumulées. Riverside devait être cédé. L'annonce fit l'effet attendu. Scandale, gourmandise, commentaires mesquins. Puis Thomas ajouta qu'un acheteur existait déjà. Gabriel Freeman, partenaire commercial, homme libre, investisseur, les protestations furent immédiates. Plusieurs planteurs s'indignèrent qu'un homme noir, même libre, pût acquérir une plantation aussi vaste avec maisons, terres et personnes asservies. L'indignation morale n'était pas contre l'idée de posséder des êtres humains. Elle portait sur la couleur du propriétaire. Voilà la hiérarchie nue. Les avocats examinèrent pourtant les documents. Contrat, prêt, cession de parts, garantie, acte notarié. Sur le papier, tout tenait. Aussi odieux que cela paraisse aux voisins, la vente était légalement défendable. Gabriel Freeman devint ainsi, en 1854, le maître de Riverside. Il entra dans le bureau où il avait servi près de 30 ans et y prit place non plus comme outil, mais comme propriétaire légal. L'ironie était si forte qu'elle en devenait obscène. Un homme né dans le rang des possédés se retrouvait, par les règles mêmes du Sud, détenteur d'une plantation et de tous ceux que cette plantation enfermait encore. Thomas fut relégué, selon les termes convenus, dans une petite maison sur le domaine. Officiellement ruiné, humilié, dépossédé. En privé, le père et le fils avaient réussi l'inversion presque parfaite. Mais la victoire portait en elle une contradiction que personne de bonne foi ne peut évacuer. Gabriel possédait désormais ce qu'il avait toujours condamné. Il le savait. Thomas le savait. Amanda, qui comprit bientôt plus qu'on ne lui avait dit, le sut aussi. La seule issue morale consistait donc à affranchir progressivement les personnes encore retenues à Riverside et à financer leur départ vers le nord, puisque la loi de Caroline du Sud interdisait à beaucoup d'affranchis de demeurer librement sur place. Gabriel commença. Peut-être trop vite. C'est ici que les récits parlent de générosité. Il faut parler plus rigoureusement. Il s'agissait pour lui de défaire, aussi vite que possible, le nœud même qui rendait son triomphe intolérable à ses propres yeux. Chaque libération était une réparation partielle.
Chaque départ vers le nord était une accusation portée contre tout le voisinage, et le voisinage comprit très bien le signal. Harold Belmont revint alors au premier plan. En juillet 1854, il se présenta à Riverside avec une délégation de planteurs. Il ne cacha pas ses soupçons. Selon lui, la vente était une mascarade. Gabriel ne pouvait pas avoir accumulé pareille fortune sans fraude. Thomas ne pouvait pas s'être laissé ruiner aussi proprement sans arrangement caché. Harold n'était pas un justicier. Il était le gardien d'une frontière raciale et patrimoniale qu'il jugeait sacrée. Son objection profonde n'était pas l'irrégularité du dossier. C'était l'idée même qu'un homme noir puisse utiliser les instruments du droit sudiste avec plus d'habileté que les héritiers blancs. Après son départ, Thomas sentit le danger avec une lucidité que Gabriel, grisé peut-être par quelques mois de liberté réelle, sous-estimait encore. À ce moment-là survint un développement imprévu mais décisif. Amanda Sterling demanda à parler seule à son mari. Elle savait, non tous les détails au départ, mais assez pour comprendre que Gabriel n'était pas un simple associé et que Thomas n'était pas seulement un Belmont malchanceux. Elle avait observé les gestes, les ressemblances, les silences, l'étrange déférence inversée entre les deux hommes. Et loin de dénoncer l'affaire, elle choisit d'y entrer. Non par pure bonté, sans doute, mais par intelligence, par dégoût du système, et peut-être par fascination devant l'audace du montage. Thomas lui raconta alors l'ensemble de l'histoire. Catherine, la naissance, le secret, la clause d'affranchissement avortée, la fraude méthodique. Amanda écouta et conseilla aussitôt la prudence. Gabriel allait trop vite. Les libérations devaient être espacées, les regards détournés, les soupçons dilués. Elle mit ses relations, son nom, ses codes sociaux au service de leur défense. Mais ce correctif arriva tard. Harold Belmont avait déjà engagé un détective privé, Silas Crawford, spécialiste des fraudes commerciales. Crawford n'avait ni l'orgueil théâtral d'Harold, ni les hésitations morales d'Amanda. Il avait la méthode. Il interrogea les commerçants supposés, remonta jusqu'aux banques du Nord, pressa les notaires, compara les dates, recoupa les signatures. Lentement, les fissures apparurent. Un témoignage acheté, une référence bancaire inexistante, une authentification trop légère. La fiction commença à perdre son apparence de continuité. En octobre 1854, Crawford remit ses conclusions. La vente de Riverside reposait sur des faux, des transactions fictives, des identités forgées. Harold porta aussitôt le dossier au shérif. Des mandats furent préparés. La Caroline du Sud, qui tolérait 1000 illégalités lorsqu'elle servait les maîtres, retrouvait soudain une passion intacte pour la légalité dès qu'un homme noir s'en servait pour déplacer le pouvoir. Quand la nouvelle des mandats arriva à Riverside en octobre 1854, Thomas et Gabriel se trouvaient dans le bureau, la pièce d'origine, la pièce du basculement, celle où les comptes avaient été tenus et les vies reclassées. Thomas proposa de fuir vers le nord avec Amanda, de tout abandonner, de sauver au moins la vie concrète. Gabriel refusa. Il rappela le pacte initial. En cas d'échec, Thomas devait jouer l'homme trompé, dire qu'il avait été manipulé par un faux homme d'affaires, se maintenir du côté légal du doute. Ce n'était pas seulement un sacrifice de père, c'était la dernière démonstration d'une vérité plus large. Dans un système comme celui-là, la couleur décide qui peut encore être cru, même au milieu d'un mensonge partagé. Les shérifs arrivèrent le lendemain matin. Gabriel se rendit sans résistance. Thomas joua son rôle. Il le fit parce qu'il avait promis. Il le fit parce qu'il n'avait pas d'autre issue visible. Il le fit aussi, qu'il le veuille ou non, parce que toute sa vie l'avait préparé à survivre grâce à une fiction juridique. Le procès fut rapide. Un homme noir n'obtenait pas en 1854 le luxe du temps lorsqu'il avait défié publiquement l'ordre de propriété du Sud. Gabriel fut déclaré coupable de fraude, de falsification de documents, d'usurpation d'identité libre, de conspiration. Thomas, avec l'aide des relations d'Amanda Sterling, fut traité comme victime d'une manipulation sophistiquée. Officiellement, tout était réglé. En réalité, le tribunal venait seulement de réaffirmer une hiérarchie qu'il prétendait ne pas juger. La sentence contre Gabriel fut exemplaire. Châtiment public puis vente. Il fallait faire de son cas un avertissement. Il ne s'agissait pas seulement de punir un faussaire. Il fallait terroriser tous ceux qui auraient pu comprendre la leçon du dossier. Les lois raciales et commerciales pouvaient être retournées, donc il fallait montrer qu'on écraserait quiconque tenterait de le faire. Thomas assista à l'exécution de la peine, non comme témoin libre, mais comme héritier brisé d'un mensonge devenu procédure. Aucun mot décisif ne fut échangé entre les deux hommes. Le regard suffit. Gabriel fut ensuite vendu à un planteur du Mississippi pour une somme qui clôturait administrativement ce que 30 années de travail n'avaient jamais payé. Il disparut dans l'intérieur profond du système, avalé là où les archives deviennent maigres et les vies presque introuvables. Thomas ne le revit jamais. Riverside fut saisi, revendu, récupéré à bas prix par Harold Belmont et ses semblables.
Le domaine retournait à la famille qui prétendait défendre l'ordre moral en l'ayant souillé plus que quiconque. Thomas et Amanda quittèrent la Caroline du Sud avec presque rien. Ils s'installèrent dans une petite ville du Tennessee où le passé restait flou, où l'on pouvait vivre sans répondre chaque semaine au même regard soupçonneux. Mais on ne fuit pas un tel dossier, on le transporte dans le corps. Thomas devint plus sombre, plus silencieux, en témoin par l'échec de la fraude que par l'impossibilité d'avoir rendu justice au seul homme qui lui avait donné la vérité. Lorsque la guerre civile éclata en 1861, il ne se joignit pas à l'armée confédérée. Il ne pouvait pas défendre franchement le système qui avait détruit sa famille secrète. Il ne rejoignit pas davantage le Nord. Il restait prisonnier de sa construction sociale, trop sudiste pour se déclarer autrement, trop lucide pour croire encore à l'ordre ancien. En 1865, l'abolition arriva enfin, trop tard pour tant de vies déjà englouties. Thomas chercha Gabriel. Registre d'affranchissement, courrier, intermédiaire, piste remontant jusqu'au Mississippi. Rien. Peut-être Gabriel était-il mort avant l'émancipation. Peut-être avait-il changé de nom. Peut-être avait-il choisi, une fois libre, de ne jamais regarder en arrière. Thomas vécut avec cette absence comme d'autres vivent avec une blessure mal refermée. Amanda resta auprès de lui. On ignore si leur mariage fut heureux. La question importe peu. Le centre du dossier est ailleurs. Il se trouve dans ce testament étrange conservé partiellement dans les archives du comté de Beauhark, daté de 1849 selon certaines copies, recopié ou réinterprété plus tard selon d'autres. Une phrase y subsiste. Que Dieu me pardonne pour ce que j'ai créé, et que mon sang n'hérite jamais de ce qu'il a volé. Cette phrase n'efface rien. Elle n'absout ni Catherine, ni Thomas, ni le système qui les a produits. Elle dit seulement ceci. Au terme de l'affaire, même les bénéficiaires du mensonge savaient qu'ils vivaient dans une comptabilité maudite. Les historiens prudents parleront de dette morale, de culpabilité, de drame familial. Ils auront raison, mais trop faiblement. Il faut aller plus loin. Riverside n'a pas été détruite par une passion interdite ou par une simple fraude. Riverside a été dévorée par la logique même de l'esclavage, faire des êtres humains des biens, puis découvrir que cette réduction contamine tout, jusqu'aux héritiers, jusqu'au testament, jusqu'à la mémoire. Voilà pourquoi cette histoire ne mérite ni romantisme ni consolation. Elle mérite d'être exposée comme une pièce à conviction. Car le vrai scandale n'est pas qu'un fils ait possédé son père sur le